Valorisation de la filière pierre auprès des jeunes, constats et pistes stratégiques. Donc, je suis Yann Lebihan, je suis responsable de l'Institut supérieur de recherche et de formation au métier de la pierre chez les Compagnons du Devoir. Du coup, je vais présenter cette conférence avec Sébastien que je laisse se présenter. Et donc, bonjour à tous, je suis Sébastien Roussel et je suis chargé de mission avec Yann pour l'Institut des métiers de la pierre. Donc on va passer les 45 prochaines minutes ensemble du coup autour de ce sujet, autour de la promotion, autour de la jeunesse. C'est une étude qu'on a menée cette année à l'Institut et du coup chez les Compagnons. Il faut savoir du coup que l'Institut des métiers de la pierre chez les Compagnons, du coup, il a 4 missions principales qui est bien sûr de participer à la vie de la filière. La publication à la librairie du compagnonnage, des publications que vous pouvez retrouver sur notre stand qui est juste à côté, de l'espace des conférences et sur lequel on vous invite après pour prolonger les débats s'il y en a. La formation et la recherche au sens analyser les mutations du marché en cours et les mutations dans le métier pour mieux anticiper les évolutions demain. Et du coup, c'est un peu dans cette ligne directrice-là qu'on a décidé cette année de mener une étude autour de la valorisation auprès des jeunes. Et du coup, pour mettre quelques bouts de contexte sur ce sujet-là, je vais m'écarter un petit peu. Les éléments, on va dire, qui ont déclenché pour nous le besoin de mener cette étude-là, il y a plusieurs choses. Effectivement, déjà, il faut savoir que nous, à l'Institut, on fonctionne avec un plan d'action qui est triennal, et du coup, qui s'étend du coup sur le plan d'action 2024-2026. Lors du dernier salon Rocalia, on était déjà présent, on est partenaire institutionnel du salon et du coup on avait été à l'écoute, on va dire, du besoin des entreprises que nous partageaient les entreprises et aussi en écho au dernier travail qu'on avait pu mener avec les acteurs de la filière pierre qu'on avait présenté à la dernière édition du salon Rocalia sur les conférences, le travail de prospective devenir des métiers de la pierre à horizon 2035. Ce travail de prospective-là, l'idée c'était de projeter le métier à horizon 2035 pour en déduire des pistes d'action concrètes sur lesquelles se mettre en route dès à présent. Dans le cadre du plan d'action, on avait déjà pu attaquer de nombreux axes, on va dire, auxquels on s'était mis d'accord, dont notamment mobiliser les métiers connexes autour des métiers de la pierre en mettant un projet pédagogique et de valorisation des métiers en place, qui se traduit notamment par l'exposition Materia Awards que vous avez sûrement vu à l'entrée du salon et qui a été coproduite avec le pavillon de l'Arsenal et les grands ateliers. Et du coup, un axe qui restait à explorer, c'était communiquer autour des compétences, des savoir-faire et du matériau auprès des jeunes pour les convaincre de s'engager dans un métier qui est porteur de sens, dans des métiers qui sont porteurs de sens, et notamment ceux de la pierre. De là, à ce stade-là, ça reste une intention et du coup une intention chiffrée, ça permet d'être concret. Donc on a été chercher des données sur l'état de l'art aujourd'hui et du coup sur la base URSAF, en regardant sur les deux codes NAF, parce qu'il y a deux grands codes NAF qui encadrent du coup l'activité des entreprises pierre aujourd'hui. Il y a le code NAF extraction, du coup symbolisé par le petit logo caillou en haut, et le code NAF taille de pierre, façonnage et transformation des matériaux. Du coup, la base URSAF nous donne déjà, on va dire, un degré de perception au niveau du nombre d'entreprises depuis 2009 jusqu'à 2024 et du nombre de salariés, pareil, en carrière de 2009 à 2024. En dessous, vous pouvez voir du coup la courbe, on va dire, de progression, mais un peu à l'inverse, du coup, sur le code NAF, transformation, façonnage des pierres. Globalement, en à peu près 15 ans, voilà, vous constatez, on va dire, la chute qui peut paraître astronomique, on va dire, selon la courbe, mais pour mettre un delta, parce que vous n'arrivez peut-être pas à lire, en 2009, sur un tailleur de pierre, il y avait 1700 entreprises, 1724 entreprises en activité. Aujourd'hui, on a 1283. Du coup, il y a quand même un delta de 500 entre les deux. Voilà, pour nuancer un peu le graphique. Mais voilà, ça reste quand même représentatif, l'escalier reste quand même représentatif de l'échelle globale. Ça, c'est pour le rapport de l'URSSAF. Et ce qui est intéressant de constater aussi, c'est l'âge des acteurs, au final, qui restent encore en activité. Et sur la progression du pyramide des âges, voilà, vous pouvez constater, du coup, en 2003-2005, il y avait 31% des actifs qui avaient 50 ans et plus. Entre 2017 et 2019, il n'y a pas de données plus actualisées. Là, c'est des rapports de la DARES. On est à 43%, du coup, qui sont proches du départ en retraite, qui explique aussi pourquoi il y a de nombreuses entreprises artisanales qui cherchent actuellement des repreneurs. Et aussi, nous qui sommes organismes de formation et tournés autour de la transmission des savoirs, c'est des maillons de chaîne de transmission du métier aussi qui vont partir à la retraite. Donc vous avez la moyenne à côté du nombre de professionnels d'un métier de la pierre et la courbe aussi représentative, tout métier confondu. Il y a une enquête très intéressante qui a été menée, une étude prospective très intéressante qui a été menée cette année là, par le 3CABTP,
autour de, vous voyez, l'étude Bâtir l'avenir, aspiration des jeunes et besoins des entreprises à l'horizon 2035-2040. Le 3, c'est ABTB, un organisme qui rassemble tous les métiers du bâtiment et du coup qui a étalé une étude prospective, vraiment tout métier de bâtiment, artisanat confondu. Pour vous témoigner juste les points clés qu'ils en déduisent, il y a un sujet au niveau de la démographie, on l'entend en France à la radio, à la télé, dans de nombreux médias. Le sujet autour de la démographie, pour le traduire en un chiffre qui va vous parler, il y a 30 ans, il y avait 2 Français sur 5 qui avaient moins de 30 ans. Aujourd'hui, il y a 1 Français sur 5 qui a moins de 30 ans. Et en somme, pour le traduire de manière très brève, il y a moins de jeunes. Et du coup, il y a un sujet autour de la démographie en France. Du coup, ce qu'on sait, c'est que du coup, il y a un sujet autour de l'embauche. Je vais y venir juste après. Il y a de moins en moins de jeunes. Et du coup, l'idée, c'est comment on fonctionne sur cette base-là. Les symptômes d'une tension, effectivement, que je vous disais, Rocalia 2023, il y avait de nombreux professionnels qui venaient nous voir pour nous dire qu'ils étaient prêts à embaucher. Ça a été confirmé par le bilan de main-d'œuvre de France Travail, du coup, qui tous les ans publie son bilan de besoins en main-d'œuvre au niveau national. À la fois, c'est un bon signe parce que du coup, ça permet d'avoir un indicateur pour s'en préoccuper. À la fois, c'est un signe qui est ce qu'il est. En 2025, les professionnels du travail de la pierre et des matériaux associés, c'est le référencement du coup de France Travail pour désigner nos métiers, nous a fait rentrer dans le top 10 des métiers où les difficultés d'embauche sont les plus frappantes à l'échelle nationale. C'est-à-dire que 80% des professionnels du secteur peinent à recruter. Ça se traduit notamment au travers de la carte française où du coup on peut voir, ça c'est toujours des chiffres de France Travail à droite du coup de la DARES, où on peut voir du coup à l'échelle nationale, il y a 960 projets de recrutement qui n'ont pas trouvé preneur. Et on peut voir du coup, là c'est l'importance des projets de recrutement, plus c'est foncé, plus il y a une importance, mais au final on peut voir du coup en croisant avec la DARES qu'au final ça crée quand même un niveau de tension quand même assez homogène à l'échelle du territoire français. Du coup, en fait, ces quelques données, ça a permis de se dire effectivement, il y a un vrai sujet du coup qu'on se doit d'explorer. Et du coup, là, je vais laisser Sébastien continuer, parce que du coup, c'est lui qui a mené l'enquête avec l'ISEG cette année. Et avec toi, quand même. Merci Yann. Alors du coup, voilà, donc on s'est attaqué à... On a cherché à mesurer comment les métiers de la pierre étaient perçus auprès de la jeunesse, mais aussi des personnes qui les accompagnent, notamment dans le cadre de leur orientation. Alors, je reviens en arrière. Donc, on a travaillé avec l'ISEG Conseil Lille, qui est une entreprise créée par l'école de commerce de Lille et qui permet à des professionnels, des jeunes professionnels de la communication et du marketing de réaliser des recherches au même titre qu'une entreprise professionnelle. Et donc on les a rencontrés et on a établi 3 objectifs pour cette enquête. On a cherché à vouloir comprendre la perception du métier auprès des étudiants, des parents et des conseillers d'orientation. Alors quand on parle des conseillers d'orientation, on parle plutôt des orienteurs de manière générale, donc des personnes qui entourent des élèves. Donc ça peut être des conseillers d'orientation, ça peut être des psychologues de l'éducation nationale, ça peut être des professeurs principaux, etc. On a voulu aussi identifier les forces et axes d'amélioration de la communication actuelle, parce que quand on parle d'image, on parle de communication et il faut qu'on puisse savoir de quoi on part. Et puis, à la fin, de pouvoir proposer une stratégie de communication différenciante et amener des actions concrètes. En ce qui concerne les rencontres qu'on a pu faire sur le terrain, on a rencontré 3 types d'acteurs. En menant 2 types de questionnaires et de types de recherche. On a rencontré des étudiants et des parents, donc en un certain grand nombre. 150 étudiants ont été rencontrés, donc là on vous parle de l'ensemble du territoire, et puis 120 parents auxquels on a soumis un questionnaire plutôt quantitatif, ce qui nous a permis de ressortir avec de la donnée chiffrée qu'on a ensuite analysée. Et puis quand je vous parlais des orienteurs, on en a aussi rencontré moins parce qu'il fallait plutôt sur ce côté-là qu'on travaille sur du questionnaire qualitatif, c'est-à-dire plutôt des entretiens qui nous a permis d'avoir des pistes de réflexion parce qu'a priori, ce sont des gens qui ont une prise de hauteur un peu plus haute que nos jeunes étudiants qui veulent s'orienter.
Donc on les a questionnés sur tout un tas de critères, leur profil, leur âge, leur niveau d'études, où est-ce qu'ils en sont dans leur parcours scolaire, mais aussi sur leur perception des métiers de la pierre et leurs connaissances. Et déjà d'entrée de jeu, on se rend compte que la plupart d'entre eux n'ont jamais entendu parler des métiers de la pierre. En ce qui concerne la perception, donc on leur a soumis à chaque fois des items qu'ils ont pu choisir quand ça leur parlait le plus. Et donc on leur a dit, voilà, comment vous percevez les métiers de la pierre? Alors je vous donne le top 3 parce que c'est à chaque fois parce que c'est le plus intéressant à retenir. On nous dit, nous les métiers de la pierre, on pense que ce sont des métiers physiques. Donc on verra tout à l'heure que le mot physique, il n'est pas forcément neutre. Peut-être qu'il peut être un peu péjoratif et ça peut poser problème. Et alors, ce qui fait un petit peu mal quand on est tailleur de pierre, c'est qu'on nous dit que voilà, c'est un métier en voie de disparition et forcément qui sont méconnus. Donc ça, concernant la perception des métiers, voilà le tableau. Et puis, concernant les secteurs attribués, pour le coup, on est pas mal. La plupart des jeunes nous attribuent sur le secteur du monument historique. Alors même si on voit tous que on se détache en tout cas on développe d'autres secteurs. Et du coup, c'est ce qui est noté. L'architecture qui est marquée moderne, mais du coup entendre contemporaine, est citée en deuxième position avec la construction durable. Donc c'est-à-dire que à la pierre, on colle une étiquette plutôt durable et vertueuse, ce qui est plutôt un axe sur lequel il faudra jouer quand on ira communiquer auprès de nos cibles. Quand on leur pose la question de s'ils sont prêts à aller dans les métiers de la pierre, une petite proportion nous dit qu'ils seraient partant de partir sur les métiers de la pierre. Donc là, c'est 1,40%. Alors moi, j'essaie d'être optimiste. Je me base sur le chiffre de 22,90, quoi, qui fait un petit quart, qui nous dit peut-être, je ne sais pas, je pourrais aller travailler dans les métiers de la pierre. Donc, on a des métiers qui sont méconnus. On en a peu qui, a priori, nous disent « oui, je veux aller y bosser », mais on peut certainement transformer l'essai en allant chercher un petit peu plus de volume sur ces jeunes qui sont indécis et qui, a priori, n'ont aucun problème pour aller chercher des métiers comme les nôtres. Concernant les hésitations à exercer les métiers de la pierre, donc quand je vous disais tout à l'heure le mot physique, on ne sait pas trop comment l'interpréter, ici on a quand même affiné un petit peu le sujet. On nous dit quand même ce sont des métiers qui pour nous présentent des risques physiques. On nous dit aussi que les métiers de la pierre, alors ils réfléchissent sans données, c'est vraiment de la perception. Mais ils nous disent, non, les métiers de la pierre, on ne veut pas y aller parce que, a priori, on pense que les salaires sont faibles. Donc il y a une question de visibilité de nos salaires. Et puis, puisque ce n'est pas connu, on ne risque pas de choisir un métier dans les métiers de la pierre. Et par contre, concernant des choses qui peuvent motiver des jeunes à venir dans mon métier, il faut, à l'ère du numérique, quand même capitaliser sur l'argument du fait qu'on a un métier manuel et on utilise la main. C'est quelque chose qui séduit. On a un métier de créativité et le patrimoine, c'est aussi un secteur dans le bâtiment qui attire parce que c'est quand même quelque chose qui est vu de manière très positive actuellement. Et donc, une fois qu'on a rencontré ces jeunes, qu'on a ces données, en marketing, on a créé ce qu'on appelle un persona marketing. Donc, ça, c'est une technique qui est très courante dans les sphères de communication et d'études de marché. Un persona marketing, qu'est-ce que c'est? C'est un profil fictif mais réaliste qui nous permet d'identifier le profil type de la personne à aller chercher quand on va chercher à recruter une personne. Et d'après ce profil, donc on est bien d'accord, il y a une diversité de personnes immense. On ne peut pas dire que chaque personne qu'on va aller chercher s'appelle Lucas à 15 ans, on est bien d'accord. Mais ce profil nous permet quand même d'identifier un certain nombre de caractéristiques, de freins et de leviers sur lesquels s'appuyer pour pouvoir proposer des actions concrètes de communication et de pistes intéressantes à mener. Donc concernant notre première persona, on a un jeune qui a 15 ans, qui s'appelle Lucas, qui est en 3e. Donc si je réfléchis en centre de formation chez les compagnons, on appelle ça un post-collège, un jeune qui cherche à s'orienter directement après son cursus collège. Donc ici, on nous dit qu'il est débrouillard, qu'il est manuel et qu'il n'aime pas trop les matières générales. Bon. Il n'a jamais, a priori, entendu parler des métiers de la pierre. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans les freins et des leviers, moi, je trouve qu'on peut là retrouver des éléments qui sont assez systémiques dans l'ensemble de la manière de penser de nos jeunes. C'est-à-dire que dans les freins, il n'y a personne, a priori, qui travaille dans son entourage dans les métiers manuels et encore moins dans les métiers de la pierre.
Et pour le motiver, ce jeune, certainement lui faire découvrir en touchant directement, donc en menant des ateliers, en faisant des démonstrations, en lui passant des témoignages de jeunes qui, avant lui, ont pu s'orienter vers les métiers de la pierre. En termes de canaux de communication, on a des choses tout à fait classiques, des réseaux sociaux, TikTok, Instagram, des ateliers pratiques dont je viens de parler, et puis des vidéos pour susciter l'intérêt. On a un deuxième persona, parce qu'on le sait très bien, maintenant, pour s'orienter vers un CAP, on n'attend plus des jeunes qui sortent de troisième directement. On a de plus en plus de jeunes qui, après un cursus général, viennent dans les métiers manuels. Et donc là, on a Charles, 19 ans. Alors, on nous dit ici qu'il est passionné par le patrimoine et le travail manuel. Alors peut-être que ça témoigne d'une maturité un peu plus grande. Lui, il a découvert la taille de pierre sur un salon, donc il est déjà dans une démarche de recherche. Il est intéressé, mais il ne sait pas où se former. Et donc, dans les freins et dans les leviers, on remarque qu'il manque d'informations, parce qu'il ne sait pas où se former. Et puis, il a peur de ne pas rentrer dans le moule, parce que tous ses copains ils vont à la fac. Et lui, il se dit, je vais être un peu tout seul à mon âge à rentrer chez les compagnons ou dans un centre de formation. Et donc, pour les leviers, il faut qu'on lui fasse découvrir la pratique s'il a besoin de ça, et puis qu'on lui passe des témoignages de personnes qui, comme lui, se sont dirigées vers les métiers de la pierre après un cursus général. Et donc, dans les canaux de communication, toujours assez classiques, on a YouTube, des forums de métiers, des réseaux pros, des réseaux sociaux. Ensuite, on est parti interroger les parents. Donc, pareil, on a pris un tas d'informations, le profil, leur âge, le sexe, s'ils avaient des enfants. Donc, c'est des parents qui ont a priori l'âge d'avoir des enfants qui s'orientent. Et on leur a demandé la même chose, des questions liées à la perception et des questions liées à la connaissance des métiers de la pierre. Et là, à contrario des jeunes, la plus grande partie des parents, donc on se situe toujours vers la moyenne, on est bien d'accord, mais la plus grande majorité des parents, eux, connaissent les métiers de la pierre. Donc il y a quand même un lien avec nos métiers sont peut-être connus, mieux connus vis-à-vis de publics un peu plus matures. On le retrouve déjà avec le post-bac qui s'intéresse au métier de la pierre parce qu'il est plus âgé. Donc là, ça confirme avec les parents. Et donc les parents, concernant les images qu'ils associent au métier de la pierre, ils trouvent que ce sont des métiers traditionnels, manuels et utiles au patrimoine. Et si on posait la question, enfin, quand on pose la question aux parents de si on envoyait leurs enfants dans les métiers de la pierre, c'est assez chouette parce que 18% nous disent qu'ils seraient très favorables et 51% plutôt favorables à envoyer leurs enfants dans les métiers de la pierre. Donc, pour avoir fait quelques salons d'orientation professionnelle à une époque, c'est assez rassurant parce que quand on rencontre des parents qui souvent sont en copilote de l'orientation du jeune, c'est un argument qui est assez fort pour faciliter l'envoi vers nos filières. Concernant la préoccupation des parents sur la pratique des métiers de la pierre, on retrouve encore le salaire, comme tout à l'heure. Il y a la question des conditions de travail qui préoccupent. On est perçu comme des métiers pénibles. Et la santé et la sécurité, voilà, c'est à côté des conditions de travail. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il va falloir travailler. Et par contre, à contrario, sur les leviers, ce qui pourrait leur faciliter le fait qu'ils envoient leurs jeunes dans nos métiers, ce serait de pouvoir diffuser des témoignages d'anciens élèves, montrer aussi des perspectives d'évolution de carrière, de salaire, parce que, étant donné qu'on est vu comme un métier peu connu et peut-être en voie de déclin, si on est en capacité de montrer qu'il y a une diversité d'évolution dans sa vie professionnelle, ça peut rassurer des parents. Et puis le fait qu'on touche au patrimoine, c'est quelque chose qui séduit aussi beaucoup les parents comme les jeunes. Et donc comme tout à l'heure, on a identifié un persona marketing. Donc là, c'est une maman en l'occurrence. On nous dit qu'elle est très impliquée dans les choix scolaires de ses enfants, qu'elle valorise les filières courtes. On a du bol, c'est pas toujours comme ça. Elle ne connaît pas forcément le métier de la pierre, mais elle associe les compagnons à un parcours de formation sérieux. Et donc, on retrouve, concernant les freins, ce que je vous disais tout à l'heure, elle a peur pour son enfant, des conditions de travail difficiles, qu'il n'y ait pas de débouchés, et puis elle ne connaît pas les salaires, donc ça ne la rassure pas forcément. Et donc, nous, il faut qu'on puisse être en capacité de lui diffuser du témoignage ou lui faire rencontrer des personnes qui la rassurent,
sur les taux d'insertion professionnelle, qu'on puisse lui parler de la diversité des diplômes et des débouchés. Et donc les parents, on va les rencontrer lors de réunions parents-prof en leur montrant des témoignages de vidéos de parents et des vidéos ou des témoignages de jeunes qui sont en réussite dans nos métiers. Et ensuite, la troisième cible dont je vous parlais, qui étaient les orienteurs. Donc on les a interviewés, c'est interview avec voilà, pas mal d'échanges. Et donc on a essayé de regrouper ce qui nous semblait le plus commun à chacun de ces échanges. Et donc on nous dit déjà, quand on parle d'orientation aux jeunes, sans parler de métier de la pierre, déjà les métiers manuels sont sous-représentés. C'est quelque chose qui est à la marge, souvent, dans un cursus normal. Un jeune vient, pousse la porte d'un conseil d'orientation, on va l'envoyer vers une filière générale d'entrée de jeu. Des profs aussi nous ont dit ça, qu'en général, surtout aux élèves qu'on considère bons, on les envoie sur des filières générales. Donc on est considéré à la marge. Donc nous, on a cet enjeu de rendre ces métiers visibles dans l'orientation courante, de dire que quand on fait un CAP intérieur de pierre, c'est comme si on allait faire une première année de licence de fac de bio. C'est peut-être un discours difficile, mais il faut qu'on y arrive. Et dessous, je vous ai mis des verbatims de ces orienteurs. Des verbatims, ce sont des paroles issues de textos de ce qu'ils ont pu nous dire. Les métiers manuels sont souvent sous-représentés dans les discussions d'orientation et l'orientation initiale reste très académique. Et donc, puisque les métiers manuels sont sous-représentés, l'orientation vers les métiers de la pierre, elle l'est encore plus. Et quand elle est souvent déclenchée par des rencontres et par une appétence particulière au métier. Et donc, il faut qu'on puisse multiplier les opportunités de contact, se rendre visible avec des ambassadeurs, des mini-stages, des ateliers. Et concernant les verbatims, ça prouve qu'il y a tout un travail de communication plus fort à avoir, puisque on nous dit qu'une seule fois en 10 ans, on a orienté vers les métiers de la pierre, et puis qu'il faudrait mieux articuler les rencontres avec les artisans. Sur les freins, il y a beaucoup de stéréotypes qui sont véhiculés sur les métiers de la pierre et de méconnaissance. La preuve, il y a des freins qui sont identifiés alors qu'il n'y a aucune donnée qui sont accessibles facilement. Et donc, il faut qu'on puisse mieux communiquer sur la diversité de nos métiers et des perspectives d'évolution. Méconnaissance des débouchés, c'est ce qu'on nous dit. On manque d'infos sur les formations et les parcours possibles. Et puis, les parents voient ça comme une filière pour élèves faibles. Ça, je pense que c'est quelque chose, on a tous entendu ça ici. Et concernant les campagnes de communication actuelles, elles sont peu marquantes, peu relayées, voire inexistantes. Donc, il faut qu'on puisse être beaucoup plus fort dans la communication, combiner des contenus digitaux avec des expériences concrètes et puis apporter de la visibilité avec des preuves chiffrées sur le nombre d'emplois possibles, sur le type de diplôme, le nombre de diplômes, etc. Et là, voilà, les verbatims, les campagnes ne sont pas assez percutantes, rien de suffisamment marquant ou régulier, et puis on n'a même aucune campagne marquante à ma connaissance. Et sur les personas concernant les orienteurs, on a un premier persona qui est une conseillère d'orientation et un deuxième qui est plutôt un adulte en reconversion professionnelle qui, lui, à la base, était plutôt dans les cibles à recruter. Mais je vais vous expliquer pourquoi on l'a mis ici. Donc, la conseillère d'orientation, Nathalie, elle est sensible aux métiers porteurs de sens, mais elle oriente en fonction des outils en sa possession. Donc, si elle n'a aucune donnée sur comment orienter vers les métiers de la pierre, c'est sûr qu'elle ne risque pas d'orienter vers les métiers de la pierre. Donc, elle a une idée générale des métiers manuels, peu d'infos. Et donc, les freins qu'elle peut avoir, c'est qu'elle a des difficultés à présenter des métiers qui sont peu médiatisés. Alors, on a de la chance, c'est le cas pour nous, mais quand même. Peu de ressources pédagogiques à proposer et peu de données sur les métiers. Et donc, en levier, il faut qu'on puisse la nourrir et lui donner des éléments avec des fiches métiers, des témoignages, des vidéos. Et elle va communiquer sur des plateformes de type d'orientation ONICEP ou à l'aide de mallettes pédagogiques qu'on pourrait lui fabriquer, par exemple, nous, filières. Et puis, Julien, 30 ans, lui s'est reconverti après une première expérience qui ne lui a pas plu. Et donc, ce persona, lui, il perçoit une image vieillotte du métier qu'il faut absolument moderniser. Et donc, d'après lui, c'est avec des témoignages inspirants et de la valorisation de la dimension artistique et patrimoniale qu'il faut accentuer.
et en canaux de communication, des conférences, des podcasts, reportages vidéo ou Instagram. Donc de tout ça, on remarque une chose, c'est qu'il manque de la visibilité. Parce qu'on parle beaucoup de perception, voilà, sans se baser sur des faits réels. On manque de visibilité des salaires de la filière, on manque de visibilité sur les parcours de formation, on manque de visibilité sur les débouchés dans les métiers. Donc on n'est pas très visible et c'est un problème. Et donc, concernant les leviers et les actions possibles, on a réfléchi par différentes, vis-à-vis de nos différents publics cibles. Et donc, sur nos collégiens et lycéens qui ont besoin d'inspiration, de formats courts et de visuels ludiques, il faut qu'on puisse lui transmettre comme message, finalement, découvre un métier créatif, manuel et moderne, que tu construis du concret, tu laisses une trace. Les adultes en reconversion, ils cherchent du sens. Donc il faut qu'on soit en capacité de leur dire de réinventer leur avenir, qu'ils vont exercer un métier de passion, alliant patrimoine et innovation. Et donc il existe, on a fait un état de l'art de solutions qui pouvaient exister pour communiquer avec pertinence vis-à-vis de nos enjeux. Et donc le principe, c'est d'éveiller l'intérêt. Donc d'éveiller l'intérêt avec une campagne de réseaux sociaux, que ce soit avec des capsules vidéo ou des séries, voilà, avec une suite de séries, des campagnes de terrain en mobilisant des ambassadeurs pour aller à la rencontre directement de jeunes ou de parents, et puis de visibilité avec créer des infographies ou des fresques du type fresque du climat, mais fresque de la pierre peut-être, pour parler des différentes facettes de notre filière, des différents débouchés et des opportunités possibles avec une diffusion des différents chiffres clés. Merci Sébastien. Du coup, comme disait Sébastien, là, c'est ce levier benchmark en fait se veut on a identifié les bonnes pratiques qui pouvaient se faire à la fois déjà en interne de la filière pierre ou aussi bien en externe. Là, on va plutôt prendre des exemples externes sur les cibles parents et orienteurs. Effectivement, tu as dit quelque chose de clé, la création d'une infographie ou d'une fresque, bah, ça permet déjà d'avoir aussi une identification par acteur, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des métiers de la pierre en la considération comme une somme d'acteurs. Et effectivement, pour donner de la lisibilité et de la visibilité, bah, c'est nécessaire de bien le définir et de bien justement mailler cette chaîne de valeur-là. Du coup, sur les messages clés à voir au niveau des parents, bah, c'est leur montrer qu'en fait, bah, y a du travail, il y a des débouchés et il y a des opportunités concrètes. En fait, ils ont besoin d'être rassurés, en fait, ces parents. Et du coup, c'est un peu dans ce sens-là du coup, qu'on a identifié justement ces bonnes pratiques pour rassurer et donner confiance. Là, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, au début, dans les éléments de contexte, effectivement, il y avait beaucoup de données. Beaucoup de données qui, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont liées à l'extraction des données de code NAF, extraction, transformation. Seulement, il y a beaucoup d'artisans aujourd'hui qui sont liés au code NAF maçonnerie traditionnelle et du coup qui ne sont pas apparus ici. Là où, quand on regarde les données qui sont issues de France Travail, bah, du coup, c'est les métiers de la pierre, et je ne sais pas si vous l'avez relevé tout à l'heure, et matériaux associés. Ça fait un sacré fourre-tout. Et du coup, on ne peut pas savoir exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, en prenant cette nécessité de mailler à la fois et identifier les acteurs et de les quantifier, bah, aujourd'hui, on ne saurait pas dire exactement combien il y a vraiment d'acteurs des métiers de la pierre en France aujourd'hui en activité, ni même sur le volet formation. Et du coup, pour cette cible justement des parents et aussi avoir une page dédiée à l'orientation, on avait identifié, ça c'est le mot anglicisé, mais en landing page, donc en fait une page d'orientation, une page paysage d'orientation qui permet de guider les visiteurs sur les opportunités du secteur, les postes, les formations, la demande, et du coup d'avoir un observatoire en fait qui soit dédié, qui permette justement aux visiteurs de se rendre compte au final des opportunités du secteur et de combien ça représente d'acteurs. Pardon. Il y avait déjà des initiatives qui s'étaient arrêtées, il me semble, en 2019, qui étaient portées par Didier Esselin de l'Éducation nationale et qui étaient
acteur de l'espace métier et compétences avec nous, qui, du coup, en partenariat avec de nombreux organismes de formation dont on fait partie et le Pierre Actuel, avait édité ce guide de la formation professionnelle et du coup permettait d'avoir un baromètre de combien il y a de jeunes apprentis qui se forment chaque année dans les métiers de la pierre. Ce qui est intéressant, parce qu'au-delà du nombre d'acteurs en activité, c'est intéressant de voir combien on a de jeunes entrants pour avoir une prévision un peu globale de est-ce qu'on va arriver à répondre aux besoins en fait, des entreprises. C'est une action qui est plus en cours et du coup qui mériterait d'être reproduite. Et de même, on a trouvé une action assez inspirante du coup de modèle de landing page justement dont je vous parlais, qui est issu des métiers du bois, qui s'appelle métiersforêtbois.org. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Et on va le détailler les grands chapitres ensemble. Alors du coup, à gauche, vous pouvez retrouver un peu justement ce baromètre de la formation professionnelle qui disait en 2019, il y avait 1145 jeunes en formation dans les métiers de la pierre sur le territoire. Aujourd'hui, c'est plus complexe. Aujourd'hui, je suis responsable d'un institut de formation. Je ne saurais pas vous donner le chiffre exact de combien il y a de jeunes dans les métiers de la pierre au national actuellement. Côté France Métier Bois, du coup, cette landing page, elle permet à la fois d'avoir des indicateurs assez intéressants, à la fois la répartition des entreprises sur le territoire français, les différents postes qui existent. Voilà, on peut voir opérateur, ouvrier polyvalent, opérateur machine, opérateur forestier, avec le niveau de tension, la difficulté à recruter sur ces postes-là. Et les tendances de marché. Et aussi quelque chose de très intéressant, et là plutôt dédié aux jeunes, c'est qu'il y a des questionnaires interactifs aux jeunes pour dire parmi les métiers du bois, quel métier est plutôt fait pour moi, et du coup tester un peu les appétences des jeunes sur j'aime travailler en équipe, j'aime plutôt travailler seul, j'aime travailler dehors, j'aime travailler en intérieur, je suis plutôt patient et rigoureux, ou j'aime plutôt quand ça va direct au but. Et du coup, ce questionnaire-là aide déjà du coup à prépositionner le jeune dans ses appétences, mais dans les métiers du bois. Du coup, ça fait partie des actions qui sont quand même très intéressantes, à la fois pour des parents, parce qu'il y a de la donnée, se dire dans ce secteur-là, il y a du travail, mon enfant il va avoir un bon salaire, des indicateurs sur les salaires, mais aussi du coup positionner le jeune. Sur le côté conseiller d'orientation, c'est vrai qu'il y a des choses assez intéressantes à développer aujourd'hui avec les collèges et les lycées, parce que c'est vrai qu'ils se sont dotés de bureaux des métiers dédiés à l'orientation, et c'est vrai qu'il y a aussi le nombre de stages immersifs en entreprise ou dans les secteurs d'activité qui ont été développés ces dernières années. Et comme le disait Sébastien tout à l'heure, si on souhaite que les conseillers d'orientation puissent orienter sur nos filières, il faut les outiller, il faut leur donner les clés pour qu'ils puissent... et dans ce cas-là, on va parler plutôt de kit pédagogique, en fait, de leur donner les éléments de langage et aussi des outils pour qu'ils puissent en parler. Du coup, on a identifié 3 axes là-dessus. Sensibiliser les plus jeunes. Donc déjà, comme je vous disais, avec les bureaux des métiers, pourquoi pas tisser des partenariats avec les rectorats pour organiser des visites des CFA dans les entreprises, parce que c'est vrai que quand ils se rendent dans les chantiers, dans les ateliers, du coup, il n'y a pas meilleur environnement pour s'imprégner de l'atmosphère d'un métier. Organiser des campagnes promotionnelles en se servant des challenges réseaux sociaux. Je sais qu'il y a des ambassadeurs sur le salon Rocalia, c'est toujours intéressant. Effectivement, les réseaux sociaux, c'est un sacré vecteur. Et surtout, outiller les orienteurs, comme je vous le disais, créer, développer des kits CIO, donc des kits pour les conseillers d'orientation. Sur ce sujet-là, on a trouvé des actions assez inspirantes aussi. Du coup, une campagne promotionnelle qui s'appelle Verywood Métier. Donc effectivement, vous le remarquez, c'est des actions inspirantes qui viennent des métiers du bois, mais pour le coup, c'est pas si inintéressant que ça de se dire au final, on peut avoir un parallèle assez intéressant et particulier avec les métiers du bois, là où encore ils ont une forte activité dans le métier du patrimoine historique. Ils ont développé aussi une activité en neuf, ils ont des sujets autour de la gestion de la ressource. Du coup, ce qui est assez intéressant à regarder. Et du coup, ce qu'ils ont fait, ces acteurs des métiers du bois, au travers de leur syndicat, c'est de faire des kits de promotion à la fois à destination des entreprises. Et du coup, quand on parle d'ambassadeur, c'est vrai qu'il n'y a pas meilleur ambassadeur que quelqu'un qui vit le métier et qui le pratique tous les jours pour en parler. Et du coup, à travers ce kit d'ambassadeur, c'est des calendriers de communication. C'est un agent de communication en fait pour les entreprises. C'est un calendrier de communication avec des posts sur les réseaux sociaux, des flyers, des kakémonos, des aménagements de stands. Et aussi des kits pour les conseillers d'orientation. Du coup, tout ça livré, clé en main, à destination des entreprises, mais aussi relayé auprès des conseillers d'orientation dans les lycées, dans les collèges. Donc globalement, c'est un peu les pistes stratégiques qu'on a pu identifier et qui permettraient demain de gagner en visibilité, parce que c'est bien ça le sujet par rapport aux chiffres qu'on vous présentait tout à l'heure en début. Il y a une nécessité déjà en premier lieu de gagner de la visibilité
et d'établir une stratégie globale au service de la filière pierre et de nos métiers pour leur pérennité. Merci à tous. Et il nous reste une dizaine de minutes si vous avez des questions, remarques, souhaitez réagir. Bonjour, merci beaucoup. J'aurais 2 questions. La première, c'est est-ce que vous avez une classification CSP des gens que vous avez interrogés? Et la deuxième, c'est vous avez parlé des orienteurs. Donc on parle de conseillers d'orientation, j'imagine, parce qu'il y a aussi le rôle des enseignants. Les enseignants, c'est eux qui orientent plus que conseillent dans l'orientation. Et les enseignants ne sont pas formés à l'orientation. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Voilà, donc juste... merci. Donc parmi les orienteurs, oui, il n'y a pas que des conseillers d'orientation, il y a aussi des professeurs référents. Et la question, c'était la classification socio-professionnelle, c'est ça? Oui, oui, on a les données qu'on n'a pas sur le PowerPoint, mais sur ceux qui ont répondu, tu as les chiffres en tête? Sur les parents, c'est ça? Oui, c'est assez rigolo parce que du coup, ça correspond aussi aux classifications qu'on peut observer, nous, dans le recrutement à l'échelle nationale chez les compagnons. Et effectivement, sur les catégories majoritaires, c'était des catégories plutôt cadres socio-intellectuels, professions à caractère intellectuel, socio-culturel. On n'est pas sur des enfants d'artisans. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, en interne chez les compagnons, on n'est pas forcément non plus sur des enfants d'artisans. La majorité des parents, on va dire, la majorité des parents des jeunes qu'on reçoit chez nous actuellement, c'est plutôt des parents qui sont plutôt dans cette catégorie. Du coup, ce qui fait dire, au final, c'est pas une mauvaise source, on va dire, de parents qu'on a interrogés. Ça se vérifie au travers de la transformation réelle. Merci pour ce travail d'enquête. Nous avons maintenant à disposition l'avis des jeunes, l'avis des parents et des conseillers d'orientation. Est-ce que dans nos métiers, on a aussi l'avis des chefs d'entreprise et des artisans et des salariés? Parce que quand je vois dans les pistes possibles ou les leviers, on a surtout appuyé sur le fait de montrer, de faire connaître, finalement des métiers à voir. Comment est-ce qu'on pourrait travailler? Moi, c'est la question que j'amène derrière. Comment est-ce qu'on pourrait travailler pour qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise et les artisans, ainsi que les salariés dans les entreprises, s'impliquent dans cette démarche-là? Puisque j'ai pu le constater sur les salons, si on est là avec à montrer un caillou en taille, c'est bien. Mais s'il n'y a personne à côté pour accrocher, expliquer, on n'a fait que la moitié du boulot, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on compte faire là-dessus dans la filière? Est-ce que vous avez déjà des pistes? Voilà. Ouais, merci, très bonne question, parce qu'effectivement, ici, ce qu'on peut livrer ici, c'est des pistes, mais vous avez bien compris que c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être pris sous un élan collectif, en fait, et c'est pas juste l'affaire des compagnons du devoir. Ici, on parle de la filière pierre. C'est un sujet qu'on a évoqué lors du comité d'orientation de l'Institut, du coup, qui est un comité biannuel, on va dire, autour des orientations. Et du coup, on a pu présenter cette étude-là justement très récemment, il y a 2 semaines. Elle partageait du coup ces sujets-là avec les acteurs de la filière pierre, les différents représentants syndicaux ou les associations régionales. Il y a déjà eu des précédents, mais du coup je pense que c'était bien placé pour les connaître. Il y a déjà eu des précédents dans la filière pierre qui ont témoigné de la possibilité en fait de déclencher des actions collectives. Là je te laisserai me reprendre sur la date, je pense plus de 20 ans, 25 ans, 30, voilà. Je m'arrête là. Il y a eu la création d'un centre de promotion des métiers de la pierre en fait, qui a donné naissance au mois de la pierre. On l'avait marqué, mais c'est vrai que c'était sous-tendu ici en fait le déclenchement de mois de la pierre, de JPO national de la pierre. Et en fait, là, le sujet actuellement, il est sur la table. L'état de l'art est là. Et justement, ce qu'on attend demain, c'est de ne pas travailler ce sujet-là tout seul, parce que c'est un sujet collectif. Et du coup, les suites restent à donner, bien sûr, des capsules vidéo, des outils de communication. Ça, je pense que chaque acteur saura donner des suites positives à ça, parce que tout le monde aujourd'hui se dote d'éléments de communication. Et ça, c'est bien normal. L'idée, justement, je pense, demain, c'est d'aligner les messages, d'aligner une charte de communication, et surtout de travailler sur la stratégie au sens où combien on est, où est-ce qu'on va et combien on doit être pour avoir un petit peu des objectifs clairs à atteindre et s'outiller. Mais bien sûr, moi je te rejoins, ça passe par les entreprises parce que ça passera par le terrain. Quand on parle d'ambassadeurs, c'est vraiment par ce biais-là que ça passe.
On a répondu à ta question. Ouais. Mais il y a, oui, il y a un gros enjeu de mutualisation et de coordination globale pour communiquer tous ensemble sur un même objectif, quoi. Et tu fais bien de le signaler, il y a de nombreux jeunes à cette conférence. Bon, bah écoutez, merci. S'il n'y a plus d'autres questions, on va libérer l'espace. Eh ben, merci beaucoup pour votre attention. On est juste à côté. Si vous voulez poursuivre les échanges à bâton rompu, c'est avec plaisir. Merci pour votre attention.